Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Cette semaine, on avait une grosse semaine pleine de catch. Nous sommes juste après le Super Showdown qui avait lieu à Jeddah. On vous invite à écouter bien sûr notre review à ce sujet parce que c'était évidemment immanquable. Et là, nous sommes à Monday Night Raw. On est de retour sur le sol de la glorieuse patrie américaine. Plus précisément à San José en Californie pour ce Raw du 10 juin 2019. Je suis Raphaël, vous m'avez sûrement reconnu, et je fais la route avec Chris. Comment ça va, Chris? Ça va bien, salut Raphaël, salut peuple de catch-up. Bah ouais, on est parti, on est de retour aux États-Unis voilà. On Pour, est de retour. Oui. pour un weekly de suite après le house show le plus cher de l'histoire du catch. Alors, ce Monday Night Raw, il est ouvert par Seth freaking Rollins, le champion universel. Très fier de son coup, puisqu'à Jeddah, on le rappelle, il a réussi à battre Baron Corbin et à éviter le cash-in de Brock Lesnar en attaquant le premier, entre guillemets. Donc, il est plutôt content de ce qu'il a réussi à faire. Mais il y en a un qui est pas du tout content, justement, c'est Baron Corbin. Lui, il estime qu'il s'est fait flouer par l'arbitre, que c'est à cause d'une erreur d'arbitrage, qu'il manque encore la vidéo à Monday Night Raw et même à Super Showdown. Donc, il a un match booké pour le prochain pay-per-view, qui s'appellera Stomping Ground et qui arrive déjà dans 2 semaines, on perd pas de temps. Et là, il dit qu'il va choisir un arbitre spécial, c'est lui qui a le droit de choisir l'arbitre. Rollins il dit ouais ok mais personne veut être ton pote, personne sera l'arbitre. Ça s'est parlé un petit peu vite en besogne puisque voilà j'allais dire une wild card rule de SmackDown mais je suis même plus sûr tellement c'est le bordel. C'est Sami Zayn qui arrive et Sami Zayn en gros il dit à Seth Rollins écoute Seth depuis que t'es champion ça te va pas, c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour tout le monde. Il vaudrait mieux que Baron Corbin soit champion. Voilà. C'est durement envoyé. Et Rollins il dit ah ouais d'accord mais quand moi je vais venir m'occuper de toi et de tabasser, qui va te protéger là? Évidemment c'était trop facile. Kevin Owens arrive, il est aussi de SmackDown et du coup on prévoit pour ce soir un match Kevin Owens contre Seth Rollins avec comme arbitre sur le bord du ring Sami Zayn en attendant de voir si l'un de ces personnages sera l'arbitre copain de Baron Corbin pour le prochain pay-per-view. Voilà une grosse séquence d'entrée, on perd pas de temps, Le prochain pay-per-view il arrive très très vite, donc on a déjà à peu près un de nos main events de booker. Ça t'intéresse toi de revoir un Corbin Rollins? Non, pas du tout. Mais écoute, la place de Rollins, c'est définitivement l'opener. C'est fou le nombre d'openers qu'il a fait depuis plusieurs semaines, là, que ça soit dans le cadre de match ou dans le cadre de promo. Voilà, donc on continue la feud entre Corbin et Rollins. On ajoute Sami Zayn pour mettre un peu de sel, qui joue un peu l'empêcheur de tourner en rond, qui vient se greffer. Finalement, c'est marrant parce que Zayn, il vient et on a l'impression qu'il s'intéresse pas du tout à la ceinture. Finalement, il vient filer un coup de main au Baron. Donc c'est assez surprenant quand même comme manière de voir. Et puis effectivement tu l'as dit, ils sont en train de booker Stomping Grounds à la vitesse de la lumière. Ils ont déjà commencé en fait pendant Super Showdown puisque dès quasiment dans la dernière demi-heure de Super Showdown, on avait déjà des annonces de matchs pour Stomping Grounds, ce que j'ai trouvé assez incroyable. Et donc du coup ça s'est prolongé avec ce Raw de San José. Et en même temps, on a profité de l'opener pour booker le main event de ce Raw. Donc voilà, donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour la WWE. On continue la pratique du booking intense et rapide. Ah oui, là c'est vraiment un run. Bon, il y a quelques jours, même pas. Seth Rollins, il avait eu un gros match contre Sami Zayn, mais c'est vrai que tu as raison, il a l'air de plutôt vouloir jouer les troubles faits que de s'intéresser à une ceinture. Sami Zayn, bon, il y a cette histoire d'arbitre spécial qui peut peut-être peser dans la balance pour le pay-per-view, parce que c'est vrai que Corbin, sinon il a déjà eu sa chance, mais on verra un peu plus tard, la soirée n'est pas finie à ce sujet. On a un petit match. Alors, c'est un rematch de Super Showdown. Et alors, le rematch d'une des affiches les plus étranges de Super Showdown, c'est 3 contre 1 entre Lars Sullivan et les Lucha House Party.
Donc ce coup-ci, c'est un match à élimination. Du coup, il faut que Lars Sullivan élimine les 3 Lucha House Party, alors que les Mexicains, eux, ils doivent juste éliminer Sullivan. Mais bah, comme on s'en doute, bah, c'est le géant, c'est le monstre qui va réussir la remontada, comme on dit, hein, puisque bah, il va éliminer Kalisto, Grand Metalik et Lince Dorado, même si le dernier, surtout Lince Dorado, fait un petit peu de résistance. Hein. Kalisto, il n'a pas duré longtemps. Et donc, bah voilà, le monstre Sullivan, le freak. Je sais que tu es un très grand fan. Alors là, est-ce que pour toi, ça y est, en détruisant 3 Mexicains, il est installé? Ah ouais, ouais, alors le 657e match entre Lars Sullivan et la Lucha House Party. Écoute, bah encore. Alors déjà, un elimination match dans un 3 contre 1, c'est quand même assez particulier, quoi. C'est sympa, hein. Ouais, là, j'avoue que là, j'avais rarement vu ça quand même. Écoute, aucun intérêt particulier. Les luchadors, ils sont vraiment là pour servir de chair à canon. Lars Sullivan nous montre la même chose qu'il nous montre depuis des semaines face à la Lucha House Party, donc ça commence à devenir quand même particulièrement lassant. Enfin, moi, je me mets à la place, puisque j'y suis, de tous les gens qui regardent toutes les semaines Raw ou SmackDown, et bah, revoir une énième fois cette affiche, ça commence à devenir un petit peu redondant, c'est même plus le mot, quoi, hein, à ce niveau-là, quoi. Donc voilà. Le seul truc que j'aurais constaté, c'est que bah, Lars Sullivan gagne le match et que derrière, il s'en va sur la rampe dans un calme total de la foule californienne, ce qui démontre que bah, les Américains sont un peu comme chez nous à catch-up, quoi. Hein. Ils restent quand même très dubitatifs face au traitement de Lars Sullivan et puis à cette répétition permanente de la Lucha House Party versus le Freak Sullivan. Donc écoute, on continuera. Écoute, on verra. Cette semaine, on avait un elimination match. On verra la semaine prochaine, est-ce qu'ils vont nous sortir, quoi. Tu crois qu'ils en ont pas fini avec cette FUD? Bah peut-être pas, ouais. J'espère. Je t'avoue que j'espère, mais je suis pas convaincu. C'est en tout cas, mais c'est ce que tu dis, hein, c'est vrai que cette affiche, on l'a déjà eu plein de fois. Donc les moves, ils sont même plus surprenants. D'ailleurs, il n'y a même pas vraiment de moves, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et puis bah oui, c'est sûr que si on nous book un gros méchant heel, mais qu'en face, je suis pas sûr que grand monde ait beaucoup d'affection pour la Lucha House Party, donc ça marche moyen, quoi. Ah ouais. Il aurait tabassé, à la limite, quand il tabassait les frères Hardy, bon, c'était des vieux, mais on les aimait un peu plus quand même. Ouais. Bon, eh ben, on va partir dans les coulisses maintenant, puisque n'oublions pas qu'il se passe quelque chose, hein, depuis maintenant, ça doit faire un mois presque, peut-être, hein, il y a une ceinture qui se défend H24, 7 jours sur 7. On sait notamment, c'est la ceinture donc 24/7 que détient R-Truth. On sait notamment qu'il a réussi à la récupérer à Jeddah en s'enfermant dans les toilettes de l'avion. Alors on ne sait pas comment il a réussi à en sortir, puisque l'histoire ne le dit pas. Mais là, bah, il est poursuivi et il se retrouve R-Truth enfermé dans un ascenseur avec Carmella, qui est toujours là avec lui, et quelques jobbers, quelques-uns de ses challengers. Le problème, c'est que les portes de l'ascenseur se sont refermées avant que ne puisse rentrer l'arbitre. Donc personne ne peut faire un tombé. Alors il y a un petit casting là, donc il y a Heath Slater, il y a EC3, il y a Hans Vogel. Ah non, pardon, c'est Drake Maverick, mais R-Truth passera son temps à l'appeler Hans Vogel, c'était assez drôle. Et le dernier, c'est Cedric Alexander, si ma mémoire est bonne, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Voilà, donc ils sont enfermés dans l'ascenseur. Pendant ce temps, les autres jobbers tapent à la porte. Et ça va être un peu le fil rouge de l'épisode, parce qu'il y a une caméra dans cet ascenseur, heureusement. Et on les verra à plusieurs reprises. D'abord s'engueuler, et puis petit à petit, Carmella, elle essaye de faire des jeux pour qu'ils se distraient. Et puis ils commencent à lier connaissance. Petit à petit, on apprend que Drake Maverick il va bientôt se marier, il a des doutes, il sait pas trop. Les autres, ils l'encouragent. EC3 nous apprend qu'il a été marié 5 fois. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu? R-Truth, il arrête pas de parler de son titre en lui donnant tous les noms possibles, hein, le titre 42-7, le European TV Championship, je sais pas quoi. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils ont des points communs, tous ces hommes. Hein, qu'ils ont beau se courir après, s'ils prennent le temps de discuter, et voilà, ils deviennent amis. Et ce qui fait que plus tard, quand les portes de l'ascenseur vont s'ouvrir et que tous les autres jobbers vont être là, et ben moi j'ai remarqué que EC3, Slater, tout ça, ils faisaient pas trop d'efforts pour attaquer R-Truth. Ils vont le laisser un peu s'enfuir et le champion va rester champion ce soir. Il va réussir à repartir avec son titre.
Bon, on va donner notre avis sur ça, hein, qui a été un segment découpé en plein de petites séquences. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, le coup de l'ascenseur? Ouais, ouais, bah écoute, le 24/7, ça continue, en fait, ça continue et c'est devenu le running gag un peu des shows, quoi, dorénavant, quoi. Mm. Largement dû au fait que le possesseur, en l'occurrence R-Truth, contribue quand même grandement à, voilà, à faire que ce titre soit un petit peu intéressant et un petit peu marrant. C'est vrai que les segments dans l'ascenseur étaient plutôt drôles. C'est vrai que pour le coup, c'était les discussions dans l'ascenseur qui étaient assez marrantes, assez sympas. Bon, c'est vraiment jobber time, hein, le 24/7, hein. Clairement, c'est toute la low-card qui est impliquée. Et j'ai ouï dire sur les réseaux sociaux et ailleurs qu'il y en a quand même beaucoup qui s'en plaignent, qu'il y a beaucoup de low-carders qui sont quand même pas très très contents du traitement qu'ils ont. J'ai ouï dire en particulier que Cédric Alexander était quand même très 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 déçu de ce qui se passait à l'heure actuelle. Mm. Je pense qu'ils sont en train de, enfin tu vois, effectivement ça donne quelques segments marrants grâce à R-Truth. Mais j'ai un peu peur que du coup ça entraîne une fuite un peu des talents parce que je pense qu'il y a pas mal de catcheurs qui vont en avoir vite marre d'être impliqués dans ce genre de truc. Et d'ailleurs, même tu vois dans la scène de l'ascenseur, tu vois EC3 par exemple, j'ai bien senti qu'il était là, mais pas là en même temps, quoi. C'est-à-dire Mm. qu'on doit lui dire bah voilà tu fais ça et il le fait parce que bah il est payé pour, mais on peut pas dire qu'il y prenne un plaisir extraordinaire, quoi. Ce qui était marrant, bah, ce que j'ai trouvé drôle finalement, c'était R-Truth justement avec, comme tu l'as dit, ce fait d'appeler Drake Maverick Hornswoggle, d'appeler le titre 24/7 de tous les noms, tout ça c'était assez marrant et voilà, c'est devenu le running gag, à Raw et à SmackDown dorénavant. Donc bah, écoute, on adhère ou on n'adhère pas. Moi personnellement, je suis pas super fan, mais disons que je suis plus fan par rapport au fait que ça soit R-Truth et que c'est lui qui tient un peu le lien comique de ce titre. Mais est-ce qu'en catch, un titre doit systématiquement être passé voilà, comme du comedy wrestling? Je sais pas, c'est à discuter. Ben ouais, c'est le début, hein. Bon, c'est R-Truth, il a déjà perdu et gagné plusieurs fois, mais là, c'est vraiment sa ceinture. Moi, je trouve qu'il est très très drôle et ça, c'est un beau cadeau entre guillemets, je trouve, hein. En 2019, R-Truth, il a été très bon en début d'année pour le titre US. Là, il a son petit bébé avec lui. Je trouve que Carmela aussi se débrouille vraiment pas mal. Bon, ceux qui ont l'air de se faire plaisir, t'as raison, c'est ceux qui ont plus rien à attendre, je pense. Moi, j'ai trouvé Heath Slater sympathique aussi, parce que je pense que lui, il a dû faire son deuil à peu près de sa carrière. Oh Et, oui. et puis voilà, mais c'est vrai que les petits nouveaux, c'est un peu dommage. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus d'interaction avec les costauds, et c'est pour ça que quand Elias s'est intéressé à la ceinture, je trouvais ça intéressant aussi, parce que ben, Elias, c'est quand même plutôt un mid-carder, voire up-carder, à voir comment ça traîne sur la durée. L'avantage, c'est comment on les voit, ces low carders, alors qu'avant ce 24/7, ben, EC3, on le voyait pas du tout, et là, on a revu des têtes, on a revu, comment il s'appelait, Gallagher, on a revu quelques-uns, bon, mais ça reste une toute petite exposition, donc faut voir. Ça serait bien que de temps en temps, quand même, il y ait un vrai match, parce que là, on comprend pas trop, en fait, pourquoi R-Truth, il s'emmerde à venir chaque soir au show, si c'est pour passer son temps à se cacher. C'est... Ouais, ils en ont fait un la semaine dernière avec, le Lumberjack, Oui, c'est... qui était le premier vrai match, pour le Mhm. 24/7, qui a eu lieu. Bon, écoute, moi, je t'avoue, hein, je fais partie des gens, pas convaincus. Je suis peut-être trop vieux pour ces conneries, quoi, mais Ouais. c'est moi, auprès de moi, en tout cas, ça passe, vraiment pas. Moi, ce que j'attends, en fait, même si j'aime bien R-Truth c'est que je suis assez solidaire de lui, mais moi, ce que j'attends, en fait, c'est que le titre 24/7 soit détenu par un monstre, par Ouais. un gros balèze, que tout le monde, en fait, justement, hésite à attaquer, tu vois? Je pense que ça relancerait un peu le titre, dans une manière différente. Là, ils ont choisi de faire du comedy wrestling, avec R-Truth. C'était peut-être très bien en fait pour lancer ce titre, hein, finalement, hein. Je critique pas plus que ça. Mais moi, j'attends de voir cette ceinture traitée d'une autre manière et voir un peu comment va se comporter le roster face à un mec qui détiendrait la ceinture et qui serait un gros balèze. Ça changerait peut-être la perspective face à ce titre. Mais bon, on verra parce que c'est loin d'être fini tout ça. Genre Sullivan, quoi. Faudrait. Ouais, ouais, genre Sullivan ou ouais, ouais, genre un powerhouse X ou Y, tu vois. Où les mecs se diraient: «Ah merde, attaquer la ceinture 24/7 là, ça va peut-être s'avérer compliqué, quoi». Mhm. Bon, on verra bien ce que donne cette ceinture, cette European TV Championship, actuellement détenue par R-Truth.
En attendant, on reste dans les coulisses. On a un interview croisé entre Becky Lynch et sa challengeuse Lacey Evans. Ce soir, elles s'affronteront. Donc, il y en a une qui sera en tag team avec Bayley et l'autre avec Alexa Bliss. C'est un Champions versus Challengers. Bon, dans l'interview croisée, elles disent pas grand-chose. Becky Lynch a dit que voilà, elle est toujours la plus forte et qu'elle va dominer parce qu'elle a l'habitude de se battre. Lacey Evans a dit qu'elle va rendre un petit peu les manières féminines à la WWE et qu'elle va faire de l'ancienne Becky Two Belt une Becky Zero Belt. Mais en fait, très rapidement, les deux, elles veulent plus faire l'interview. Elle dit non, c'est bon, allez, ciao, à tout à l'heure sur le ring. Donc je sais pas si ça t'a intéressé cette petite Ouais, interaction. ça a été rapide et puis effectivement, on avait l'impression que les 2 filles en fait avaient envie que ça se finisse vite. C'était assez Ouais, c'est bizarre. étonnant, hein. Franchement, parce que les 2, hein, encore qu'il y en ait une qui veulent évacuer le truc, vite fait, ça peut se comprendre. Mais là, c'était carrément les 2 quoi, qui disaient: «Ouais, bon allez, vas-y, moi je suis pas, je crois que Becky, elle lui dit qu'elle est pas obsédée par le fait d'être championne, mais par contre, mais qu'elle veut quand même pas retourner dans l'ombre, quoi. Donc Ouais. c'est assez étrange. Et puis finalement, c'est Lacey Evans hein, qui dit ouais, bon, allez, c'est bon, on a fini là, on arrête là-dessus. C'était un segment assez surprenant, quoi. Et c'était vraiment l'impression de dire bon, bah, il fallait faire une promo avant le match de ce soir. On l'a fait, mais bon, on passe à autre chose, quoi. Ouais, moi je suis le truc qui me convainc toujours, c'est j'aime beaucoup la voix et la diction de Lacey Evans qui tient vraiment bien son personnage, je trouve. Mais à part ça, oui, c'était bizarre d'avoir choisi comme angle le fait que les deux bah ouais, on fait une interview mais les deux en veulent pas. Bon, Ouais, c'est comme ça. c'est comme ça. Alors toujours à propos de ce match, on croise Alexa Bliss dans les vestiaires qui va donc affronter bientôt à Stomping Ground Bayley. Elle est avec Nikki Cross, sa nouvelle amie, donc elle lui explique un peu que Bayley est une fausse personne, hein, que son image de petite fille parfaite, c'est du mytho en gros, et que Bayley elle est vile, elle est perfide. Et elle fait un gros câlin à Nikki Cross en lui disant qu'elles sont copines et tout, et qu'il faudrait qu'elle l'ait aux abords du ring. Donc on continue cette histoire d'amitié qui pour le moment passe, hein, même si avec Sam Bliss c'est un petit peu comme Kevin Owens, je crois qu'il faut pas trop être son ami. Bon, pour le moment, voilà, ça tient. Je sais pas si tu veux en dire un mot de plus, on passera au match un Non, peu plus mais tard. juste, le Ouais. seul truc qui me surprend moi là-dedans, c'est que, on a du mal à déterminer l'alignement de Nikki Cross. Parce que j'ai Ben, l'impression qu'en fait, elle est vachement appréciée du public. mhm. Tant là, à l'heure actuelle, elle est en interaction avec Alexa Bliss, qui est plutôt une heel. Et c'est assez surprenant. On sent bien que Bliss, de toute façon, elle joue la manipulatrice vis-à-vis de Nikki Cross. Mais du coup, j'ai du mal à déterminer quel est un peu le positionnement de Nikki à l'heure actuelle. Donc, on va voir ce que ça va donner par la suite. Du coup, elle est lancée quand même dans une espèce d'interaction avec Alexa. On se demande est-ce qu'elles vont former une équipe, pas une équipe, est-ce qu'elles sont juste là pour s'accompagner. Pour l'instant, c'est pas très clair ce qui se passe entre Bliss et Nikki Cross. Mais finalement, c'est pas plus mal parce que ça laisse un petit peu à réfléchir et puis on se demande un peu ce qui va se passer pour la suite. Donc bon, du coup, pour le coup, il donne quelques pistes, mais sans tout dévoiler. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, ben, le match du soir, le match féminin tag team du soir va peut-être nous donner un petit peu de plus de pistes, mais on n'y est pas encore. D'abord, il y a un Miz TV qui a lieu, donc le must seen show in history. Miz qui est la star de sa télé-réalité. On a un petit clip là où on le voit jouer avec sa fille. Il a invité Samoa Joe, donc un des mecs les plus, je sais plus comment il dit, sadistiques, hein, des plus violents du roster. Samoa Joe est champion des États-Unis. Et le Miz l'annonce comme le nouveau champion des États-Unis. Samoa Joe il dit non, non, je suis pas le nouveau, je l'étais depuis un moment. C'est Rey Mysterio qui me l'a volé à cause d'une erreur d'arbitrage et il me l'a rendu. Et le Miz, il l'a un peu mauvaise, il dit bon, ok, c'est pas terrible ce que t'as fait quand même parce que Rey Mysterio il a fait le gentleman, il a fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Il a compris qu'il l'avait gagné sur une escroquerie. Bon, il a été blessé aussi au passage, mais ça on le dit pas. Il t'a rendu la ceinture et ça c'est quand même rare de voir un champion rendre la ceinture à son challenger. Et alors, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris de quand même l'attaquer, de quand même le détruire là avec la coquina clutch? Pourquoi t'as insulté son fils? On touche pas à la famille. On sait que le Miz, il est sensible sur les questions de famille, hein. Mais Samoa Joe, il dit non, non, ça c'est toi, c'est tes limites à toi de pas parler de la famille. Moi, je fais ce que je veux, je défonce tout le monde. Je peux me moquer même de ta famille.
Bon, on n'ira pas plus loin dans l'interaction parce que Samoa Joe, il dit voilà, moi j'étais plutôt venu pour avoir des challengers à mon titre US. Ben, ils arrivent, hein. Braun Strowman débarque et il dit vas-y, moi je veux bien avoir ce titre, hein, tu vas get his hands. Bobby Lashley arrive. Bobby Lashley, il est un peu vénère parce que Strowman l'a battu à Super Showdown, donc voilà, il arrive un petit peu énervé. Ricochet débarque. Ricochet, lui, il est là, il dit allez les gars, calmez-vous. Moi, je suis là pour faire ma place. Je veux mon titre aussi. Ça m'intéresse, le titre US. Et enfin, Cesaro débarque. Et Cesaro, il dit rien. Il fout une droite à Ricochet. Et tout le monde se met sur la gueule. Moi, je m'attendais à un classique match à 4 ou 5 pour déterminer l'aspirant numéro 1, tout ça. Non, non. On aura un tag team match playa. Ricochet, The Miz et Braun Strowman vont jouer les gentils et ils affrontent Bobby Lashley, Cesaro et Samoa Joe. Donc voilà, un match à 6 assez classique en weekly. Ça se met un petit peu sur la gueule de partout. Cesaro, il fait une énorme Cesaro swing là, qui sur le Miz qui dure hyper longtemps. C'est toujours très impressionnant. Mais c'est un peu ce qui va causer sa perte parce qu'il n'arrive pas vraiment à se remettre dans le match. Cesaro, il a un peu la tête qui tourne et il encaissera le finisher de Ricochet, le six Furry Splash, ce qui donne la victoire de l'équipe des gentils. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, Miss TV, Samoa Joe qui cherche un challenger, le challenger qui est pour le moment pas vraiment déterminé. Bah, j'ai été comme toi, en fait. Je m'attendais à la sortie du segment du Miss TV. Je m'attendais à un match pour le number one contender. Eh oui. Sur le coup, tu vois, il y a la fameuse coupure pub, et tu te dis, bon, bah, on va attaquer sur un number one contender, et j'étais plutôt enthousiaste. Et puis, bam, ils nous mettent un tag team match, quoi, un 3 contre 3. Donc, au final, le match était bon. Le match, j'ai bien aimé le match. Le match était pas mal, avec un Strowman que j'ai trouvé assez dans un registre assez agile et tout ça. Il m'a pas mal surpris, Strowman, dans ce match. Et du coup, le combat était plutôt sympa, avec un Ricochet qui était le plus petit gabarit présent et qui finalement c'est lui qui conclut le match. Et du coup, bah, on n'a pas de pareil. Là, on nous laisse un peu dans l'expectative. On sait pas trop qu'est-ce qui va se passer par rapport à Samoa Joe. J'imagine qu'ils doivent booker ça pour Stomping Grounds. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, on va avoir un peu des réponses par rapport à qui va challenger Joe. Mais finalement, tout ce segment était plutôt pas mal. C'était certes depuis 3 semaines, un mois. C'était certainement du Miss TV jusqu'au combat. C'était certainement un des segments les plus sympas qu'on ait eu à Raw depuis un moment. Donc du coup, ouais, j'ai plutôt bien adhéré à ça. Et puis bah, fatalement, il y avait quand même du lourd dans le ring. Donc c'était plutôt sympa. C'était un moment sympa de ce Raw. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé. Alors ouais, ce qui paraît très logique, c'est le mise hein, pour Samoa Joe, puisque là, a priori, Ricochet, Cesaro, on continue. Bobby Lashley, Strowman, on a l'air de vouloir continuer plus ou moins. C'est pas sûr, ça a peut-être servi à mélanger un peu les rivalités. Moi, je trouve qu'on est toujours sur une grosse période Cesaro. Hein. Il a un Super Showdown dans la Battle Royale à 51, là, qui était le bordel total. C'est lui, à mon sens, qui a le plus tiré son épingle du jeu. Et là, il a encore fait une belle perf. C'était bien de revoir Strowman aussi, comme tu l'as dit. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Après, ça. Là, il y a que des gens. Il y a beaucoup de gens qui peuvent largement être challenger à une voire deux ceintures de Raw. Donc voilà, il y a du potentiel, quoi. Comme on dit toujours, on a du beau monde sous le coude là. Ouais, sur le titre US, là, il peut se passer des choses intéressantes. Là, s'ils font un bon booking et avec un petit peu de bataille entre 2-3 mecs pour la ceinture étoilée, ça peut être sympa parce que le line-up est intéressant. Oui, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que juste à la fin du match, Samoa Joe est parti hein, avec la ceinture. Il n'a pas voulu aider ses copains. Ça, c'est peut-être une piste, mais je sais pas si on creusera ça plus tard. Ouais, mais Samoa Joe, c'est un individualiste de toute façon. Ben oui, bien sûr. Et on continue. Alors, tag team toujours, mais ce coup-ci, les filles. Donc, on l'a enfin ce match qu'on nous avait promis là, Lacey Evans et Alexa Bliss contre Becky Lynch et la régionale de l'étape, Bayley. On est à San Jose, California, je le rappelle. Et alors, il y a un truc qui est classique à la WWE, c'est que en règle générale, quand on est chez quelqu'un, cette personne perd.
et la règle a été confirmée. C'est donc les Challengers qui vont l'emporter. Lacey Evans et Alexa Bliss, grâce notamment aux Women's Rights de Lacey Evans, qu'elle va sortir à 2 ou 3 reprises. Elle va même en sortir des un peu litigieux là, en détournant l'arbitre à l'extérieur. Et il y a quand même un petit moment où je crois que c'est Becky Lynch qui, à l'extérieur du ring, se retrouve face à Nikki Cross. Elle hésite un peu. Nikki Cross s'écarte et ensuite elle se fait prendre Becky Lynch par, je crois que c'est par le Women's Rights justement. Ah ouais. Donc, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc on sent à la fin quand même que Lacey Evans, Alexa Bliss et Nikki Cross sont sur le ring pour célébrer, mais Nikki Cross, elle a l'air de pas trop cautionner quoi quand même, non? Ouais, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est Nikki Cross, c'est assez bizarre d'ailleurs. Et son comportement pendant le match, en fait, a continué à me faire douter. Effectivement, on ne sait pas trop quel est son alignement à Nikki. Elle me paraît un peu perdue pendant le match. C'est un petit peu étrange, quoi. Après, le match en lui-même était pas mal, du fait que la foule était au taquet pendant ce combat, donc ça c'est toujours super important. Et du fait de la présence de Bayley qui a eu une pop quand même assez stratosphérique à son entrée. Ah, Et qui a continué pendant le match puisqu'elle a été beaucoup plus supportée que Becky. Que Becky. oui. Et donc du coup, on a un match plutôt bon. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'Alexa Bliss, elle se préserve pas mal dans le ring pour l'instant. Je me demande si elle est vraiment bien remise de ses dernières blessures là, parce qu'elle me paraît un petit peu en retrait entre les cordes. Ouais. Que Lacey Evans a fait beaucoup de boulot dans ce match-là. C'est plutôt elle qui a porté le combat dans l'équipe. Mais au final, c'était un match plutôt agréable, plutôt pas mal. Les deux championnes se sont bien envoyées. Bayley était vraiment au taquet. On sentait vraiment portée par la foule. Elle a vraiment envoyé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle pouvait donner. Donc du coup, on a un deuxième match tag team qui suit et c'était à nouveau plutôt pas mal. Ouais, elle est bookée forte, Lacey Evans. Là, t'as raison, Alexa Bliss, moi je la trouve un petit peu en retrait, mais voilà, le Woman Rights, c'est vendu comme une grosse prise de finition qui fait mal. Ouais, clairement, ouais. Depuis le début, ça, d'ailleurs. Hein. Ouais. Parce qu'elle s'en sert dans ses promos, elle l'use, que ça soit dans des interactions de traître heel ou alors pendant les matchs. Donc c'est vrai que le Women's Right nous est vendu jusqu'à présent comme un finisher assez dévastateur. Et puis ça marche puisqu'elles ont gagné le match. Voilà. Et donc toutes ces femmes se réaffronteront à Stomping Ground puisqu'on retrouve un pay-per-view où les femmes sont autorisées, donc tant mieux. Becky Lynch contre Lacey Evans, seconde chance. Alexa Bliss contre Bayley, retour d'une bonne vieille rivalité. On nous a pas du tout reparlé du Bayley's This Is Your Life. Je pense que ça c'est enterré, mais on verra s'il a wildcard Nikki Cross, on peut l'appeler comme ça, même si c'est pas tout à fait les règles actuelles de la wildcard. Et ben, on verra si ça peut faire quelque chose peut-être. On quitte un peu la douceur féminine parce que là, il y en a un qui est vénère, c'est Paul Heyman. Il est vénère, il dit là, c'est vraiment, il est deg quoi, il est deg de ce qui s'est passé à Jeddah. Lesnar a complètement foiré sa tentative de cash-in mais Heyman il dit bah quand même Seth Rollins il a été bien bête parce qu'il a laissé Lesnar repartir avec la mallette, donc le cash-in il est encore possible. C'est vrai que c'est vrai que c'était un petit peu bête peut-être de la part de Seth Rollins, mais bon c'est comme ça. Donc maintenant, il y aura plus de Nice Beast, il y aura plus de Nice Jew, ils vont être tous les deux méchants, ils vont attaquer par surprise. Bon, on leur a pas dit que c'était censé être le principe depuis le début de base. Et donc, Eman, il nous tease un petit peu, voilà, il nous dit, je vous dirai rien, si ça se trouve, Lesnar il est là ce soir, ça se trouve il est pas là, il va peut-être intervenir après le main event et peut-être pas, peut-être qu'à Stomping Ground ça va être lui l'arbitre choisi par Baron Corbin, mais peut-être pas. Je vous dis plus rien, pas de prédiction, pas de spoiler, voilà, juste une promesse. Voilà, Seth Rollins, en gros, tu vas prendre misère. Menace réelle, elle existe. Qu'est-ce que t'en penses, toi, là Ouais, alors écoute, au bout d'un mois, Eman et Lesnar se rendent compte que ah bah tiens, le Money in the Bank, c'est un challenge surprise quoi. Oh surprise, surprise. Donc déjà, bon, la dernière fois, on avait eu le droit à Lesnar qui découvrait qu'il avait 1 an pour cacher. Maintenant, on découvre Eman qui découvre que ah bah en fait le Money in the Bank, ça peut être de la surprise. Bon, je sais pas, je trouve ça.
Je savais que j'allais pas être passionné par le fait que Lesnar soit le porteur de la mallette et ça ne fait que se confirmer semaine après semaine. Alors maintenant, écoute, ça se trouve, on est peut-être parti, mine de rien, pour un Lesnar qui va mettre des mois et des mois et des mois à cacher parce que lui, finalement, il est peut-être tout à fait content de cette situation. Il est plus obligé de se pointer. Moi, je trouve ça assez surprenant, ce choix quand même. Je reste quand même toujours étonné par ce choix d'avoir mis Lesnar en porteur de mallette, qui a pas besoin de ça. Mais bon, écoute, ils ont décidé de faire comme ça. Et puis, si tu veux, ce qui m'a posé problème dans trop, c'est qu'à partir du moment où Heyman faisait cette promo, bah, si tu veux, pour moi, c'était enterré que Lesnar apparaisse ce soir. Ouais. Je veux dire, quand ça s'est terminé, je me suis dit, bon, bah, on verra pas Lesnar ce soir. Et puis, bah voilà, ça a été le cas. Hein. Ouais, ouais, sans vouloir spoiler, mais effectivement, moi, je suis un peu différent de toi. J'ai bien aimé le début là. Au début, quand Lesnar a gagné, j'étais un peu sceptique. Ce qu'il a fait au début de son entre guillemets règne, si on peut appeler ça comme ça, en se foutant la gueule un peu des deux champions, là, en les faisant tourner un peu en bourrique, je trouvais ça drôle. J'ai bien aimé moi en fait le fait qu'au dernier Raw il tabasse Seth Rollins, il pouvait cash in à fond et qu'il la joue Lesnar parce que Lesnar voilà c'est un gros con prétentieux aussi donc il s'est dit non non c'est bon j'aurai d'autres occasions et puis finalement bah Jeddah il s'est fait complètement humilier, il a complètement raté son coup donc l'écriture me choque pas le côté ils ont été bien deg, ils étaient sûrs d'avoir écrit leur truc en lettres d'or et puis finalement bah il y a eu une petite petit caillou dans la matrice. Et par contre, bah, comme tu dis, pour moi, ils retombent sur leurs pattes. C'est-à-dire que là, voilà, ils nous ont vendu une humiliation de Lesnar. Lesnar, il nous dit, bon, bah tant pis pour vous, maintenant, j'arrête de faire le con. Et effectivement, je pense que c'est très probable qu'on passe plusieurs semaines, plusieurs pay-per-view, même sans voir Lesnar, et qu'il se pointe, je sais pas, à SummerSlam, à Survivor Series, ou peut-être un prochain show en Arabie Saoudite, je ne sais rien, pour cash-in. Donc, à mon avis, je suis pas très optimiste sur le fait qu'on voit beaucoup cette mallette dans les semaines à venir, non? Ouais, je suis du même avis là-dessus. Alors, il y a des championnes qu'on voit plus beaucoup non plus, c'est les Iconics, championnes féminines tag team, hein, les plus longues championnes féminines tag team de l'histoire avec un grand H. Mais elles sont des fighting champions et ce soir elles défendent leur titre contre deux jobbeuses, deux travailleuses de San José, Californie. Elle gagne le match et en fait c'est tout. Moi je m'attendais à l'intervention de vraies challengers ou de vraies compétitrices, mais non, voilà, les Iconics, les Iconics, et voilà, elles battent des jobbeuses et je sais pas trop ce qu'on en dit. Voilà, donc, bah, pas grand-chose à en dire. Match très court, sans intérêt, une absence totale de challengers, quelle qu'elle soit. Donc, alors là, franchement, s'il y a une ceinture aussi pour laquelle on se demande vraiment où ils vont, c'est bien le titre féminin par équipe. Et, Mhm. et là, franchement, c'était le désert. Hein. Moi, je me suis dit, à la fin du match ou pendant le match, je me suis dit, ah, on va peut-être avoir une intervention de Kairi Sane et d'Asuka ou peut-être d'une autre team, quoi. Je sais pas, genre Devil Rose, ou il y aurait possibilité de créer des équipes au niveau du roster féminin. Mais non, personne. Donc, on a eu un match court qui s'est terminé dans l'indifférence générale parce que Ouais. voilà, le public, pour le coup, a été totalement absent. On avait à peu près rien à foutre et il y a juste une mini pop pour les deux locales, quoi, en fait. Hein. Et, Ouais, mais et c'est ça pas s'est... Bailey. Ouais, et c'était pas Bailey, hein, donc effectivement, Mhm. c'était quand même calme. Et donc, bah, ça s'est arrêté là. Voilà. Ouais. Bon, bah ouais, hein, c'est vrai qu'on n'a pas du tout revu cette équipe prometteuse là. Ben, en gros, depuis qu'on les a surnommés les Bukake, les Bukake Warriors, à catch-up, visiblement, ça leur a fait du tort et on n'a pas revu leur tête. On verra si. Peut-être à SmackDown, mais c'est vrai que les deux stars du Japon soutenues par Paige, c'est un peu redisparu là. Ouais, totalement. Alerte enlèvement pour les deux japonaises. Voilà. Bon, ben, c'est de mémoire, je crois que c'est le tout dernier segment féminin de la soirée, hein. Là, après, on va repasser chez les bonhommes. On a une célébration de Shane McMahon sur le ring pour fêter sa victoire contre Roman Reigns, parce que, aussi incroyable que ça puisse paraître, Shane McMahon a battu Roman Reigns à Super Showdown. Hein, il est sur une série de 3 victoires d'affilée quand même, hein, 2 contre le Miz et une contre Roman Reigns. Il est sur le ring avec Drew McIntyre, il y a du champagne, il s'amuse à boire du champagne dans la coupe, tout ça, voilà, il se régale.
Shane, il vend un petit peu sa victoire. Il dit quand même, j'ai battu Roman Reigns, qui est une putain de bête. Il nous dit même que Roman Reigns a gagné 2 fois le Royal Rumble. Donc, en fait, non, hein. Roman Reigns n'a gagné qu'une fois le Royal Rumble. Je sais pas si c'est fait exprès, ou si c'est un botch ou je ne sais quoi. C'est un botch. Je pense aussi, ouais. Ah, mais c'est carrément un botch, quoi. Non, mais là, il s'est planté complètement dans sa promo. Apparemment, d'ailleurs, backstage, ça a pas été super pour lui derrière. Et, Oui. écoute, moi, je suis affligé, hein. Affligé par Shane McMahon, affligé, je l'ai déjà dit à quelques occasions, par le fait de voir Drew McIntyre en enforceur de Shane McMahon. Moi, ça me déprime, quoi. Tu vois, pourtant, moi, je fais pas beaucoup de fast forward hein, quand je regarde les shows, hein, mais en ce moment, à chaque fois qu'il y a Shane McMahon, je suis à chaque fois à un doigt de me dire, oh là là, fast forward, il y a Shane McMahon. Parce que moi, j'en peux plus de ce mec, quoi, et que moi, ça m'attriste. Franchement, à chaque fois, ça fait partie des plus mauvais segments des weekly. C'est les segments où on a le droit à Shane, quoi. Donc, ouais. Et d'ailleurs, le public s'y trompe pas parce que le public a longuement chanté boring, boring. Un Et peu, ouais. d'ailleurs, quand tu regardes sur la version américaine et après la version qui a été remise, parce que tu sais, tu as toujours des highlights sur YouTube, Ouais. des choses comme ça. C'est bizarre, le son avait été largement baissé pendant la promo de Shane, quoi. Donc, Mm. donc quand même, le public américain est quand même pas dupe, malgré tout. Ouais. C'est vrai que c'est un grand mystère l'utilisation de Drew McIntyre qui a donc un match prévu contre Roman Reigns à Stomping Ground. Là, moi, je suis assez déçu parce que c'est l'affiche de WrestleMania, quoi. Et puis, je crois même de mémoire qu'ils avaient eu un rematch de WrestleMania au Raw du lendemain. Donc, ça tourne un petit peu en rond. On voit pas trop bien ce que Drew a à y gagner, contrairement aux autres nouveaux amis de Shane McMahon. Ils arrivent sur le ring. C'est les Revival, donc Dash and Dawson, et c'est devenu un peu les bodyguards de Shane McMahon. Ils veulent venir boire du champagne, mais Shane leur dit non, 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 attention, pas d'alcool, parce que ce soir vous avez un match pour le titre par équipe de suite. Et c'est le cas, hein. On a Zack Ryder et Kurt Hawkins, les champions, qui vont défendre contre Revival et contre les Usos. C'est un triple threat. Ils sont interrogés juste avant de monter sur scène, les deux champions. Hein, ils disent que ok, c'est une grosse menace ce soir là quand même, les Usos, les Revival, mais ils ont l'habitude, hein, ils ont tout traversé. Il y en a un qui a eu, je sais plus combien, 3 millions de défaites, l'autre qui a pas eu de match à Raw pendant plus d'1 an. Donc voilà, la Cinderella, l'histoire de Cendrillon va continuer ce soir, c'est pas encore minuit. Et malheureusement, Ryder et Hawkins, ils doivent pas tout à fait être à la bonne heure, parce qu'il y a beaucoup de changements d'heure aux États-Unis. Parce que si, c'est minuit, et les nouveaux champions par équipe s'appellent ce soir les Revival, Dash and Dawson, voilà, qui devraient ravir Hank, le modeste créateur de ketchup, puisque voilà, ces petits protégés, ces chouchous, les Stars and Pride, sont à nouveau champions par équipe. Et là, l'alliance avec Shane prend un peu plus de sens. On a Ouais. un petit peu peur pour Ryder et Hawkins. Là, je pense que ça va être, ça y est, c'était la fin. Je sais pas ce que tu en as pensé de tout ça. Ouais, c'est le chant du cygne pour Ryder et Hawkins. Et moi, je t'avoue que j'étais quand même assez déçu Ouais. pour eux deux, quoi, de perdre le titre comme ça. Ils auront eu un règne sans saveur. Ils ne seront pas apparus à l'écran pendant pas mal de temps, quoi. Mm. Et finalement, quand ils reviennent pour une défense de titre, enfin, et finalement, ils le perdent. Tout ça encore finalement pour contenter Shane McMahon, puisque c'est les Revival qui sont donc impliqués et qui donc gagnent le titre. Alors, c'est pas du tout que je suis contre le fait que les Revival soient champions par équipe, quoi, tu vois, mais bon, je trouve ça vraiment décevant pour Ryder et Hawkins. Après, le match en lui-même était mal, et moi j'aime bien quand de temps en temps des titres, des titres changent de main pendant les weekly. Je trouve que ça c'est Ouais. plutôt sympa. Si tu veux, le booking en lui-même m'a plu. C'était sympa d'avoir un triple threat avec les Usos qui sont toujours super dans le ring et tout ça. Donc du coup, on a eu un match qui était plutôt bon. Ouais. Moi, j'aurais aimé que Ryder et Hawkins aient droit à un run un peu plus digne et qu'ils aient un peu plus de temps d'antenne. Et comme tu l'as dit au début de ton introduction, et malheureusement, je pense que c'est un peu le chant du cygne pour ces deux-là et qu'ils vont vite disparaître de la carte. Et voilà, heureusement, ils auront eu leur WrestleMania. J'espère qu'ils en ont bien profité, les deux gaziers. Et voilà, on se retrouve avec des nouveaux champions à Raw et on va voir, on verra ce que va donner, ce que donnera la suite, quoi. Ouais, moi sur le principe, je suis pas si triste que ça dans le sens où comme tu l'as dit,
Hawkins et Ryder, ils sont champions depuis WrestleMania et connaissant le lourd passé low carder des deux, je m'attendais limite à ce qu'ils perdent dès l'Euro du lendemain, donc ils ont eu un règne. Mais le problème, c'est qu'on les a pas vus. Alors j'imagine qu'ils ont été des stars en house show et qu'ils ont kiffé quand même et qu'ils ont dû avoir plein de matchs hors caméra. Mais ouais, j'aurais aimé les voir un petit peu plus. Je suis globalement content par contre pour les revivals. On avait un petit peu peur de leur carrière. Là, je trouve que pour le coup, autant c'est ce que je disais pour Drew McIntyre, on s'interroge. Autant là, en faire un peu les bodyguards de Shane et puis les champions par équipe Hill, je pense que ça va bien leur aller. On a fini un peu là, je pense, la grosse période de l'humour potache avec les Usos, donc Oui, c'est tant mieux que ça s'arrête. Et si tu veux, ça me va. Effectivement, avoir les revivals comme enforceur de Shane McMahon, pourquoi pas. Moi, ce qui me pose énormément de problèmes par rapport à ça, je l'ai déjà dit, de toute façon, c'est la présence de Drew McIntyre dans cette équation-là. Après, les revival champions et qui seront, qui font partie de la team McMahon, pourquoi pas de toute façon. Mais c'est vrai que est-ce qu'ils avaient besoin du titre pour participer à ça? Je sais pas, mais en tout cas, l'intérêt, c'est que ça permet à la Tag Team Division à Raw de vivre et qu'on a des champions qui sont plutôt bons dans le ring, donc du coup, ça va nous donner quelques matchs sympas dans les semaines à venir. Ouais, j'aimerais bien un petit rematch à Stomping Ground quand même pour finir un peu l'histoire de Ryder et Hawkins, mais bon, puisqu'il n'y a plus d'histoire de rematch, on verra bien si ça arrive. Ouais. Bon, on part très loin. On part faire un petit tour dans la Firefly Funhouse. Est-ce que tu es prêt, Chris, pour Oh ce là là, moment? let me in! Let me in, Bray Wyatt est dans la Firefly Funhouse. Il est en train d'écrire sur les murs et puis tout d'un coup, il voit Mercy the Buzzard qui essaye de manger le lapin, dont je me souviens plus du nom. Rumbly Rabbit. Ouais, et le rabbit, il s'est déjà fait manger une fois, donc il dit j'en ai marre, je vais pas me faire manger une deuxième fois. Donc Bray Wyatt, il dit ok, bah allez, le rabbit, c'est ton moment, vas-y. Donc le lapin, il se met au milieu de la scène, il fait une sorte de petit discours en disant non, non, il faut pas essayer de manger ses amis, c'est mal. Et là, Bray Wyatt, il sort un très gros marteau, il tabasse le lapin jusqu'à le faire exploser. Il y a une espèce de liquide orange qui coule du petit lapin comme du sang au jus de carotte. Bray Wyatt goûte ça, il trouve ça excellent, delicious. Et puis voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. Bray Wyatt donc qui nous dit que voilà, il faut nous laisser rentrer. Let me in. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau segment? On n'a pas eu le The Muscleman Dance. Je pense que nos amis IRM et Giscal sont très déçus, mais parce que je crois qu'il change en fait chaque semaine. C'était le Muscleman Dance, c'était un one shot et puis chaque semaine il change le segment. Ouais. Moi, je trouve ça plutôt sympa globalement tout le traitement autour de Bray Wyatt. Moi, le seul truc qui me pose problème, c'est que c'est quand est-ce qu'on va le voir dans le ring? Quand est-ce qu'il va se passer quelque chose avec lui? Parce que si tu veux, là, ça fait des semaines et des semaines que ça dure la petite affaire, quoi. Moi, j'ai envie de le voir dans le ring. J'ai envie de le voir avec le masque. J'ai envie de le voir avec son nouveau cosplay. J'ai envie qu'il se passe quelque chose, quoi, parce qu'il se passe rien. Et effectivement, les segments, les 3 minutes à chaque fois de Firefly Funhouse sont plutôt sympas. Ça passe bien, quoi. Mais ça passe bien, mais en même temps, il se passe rien. Donc, moi, j'aimerais vraiment voir qu'il se passe quelque chose. Alors, moi, j'espère qu'il va y avoir une interaction avec Stomping Grounds. Et puis, on verra bien la suite. Mais si tu veux, on continue à nous envoyer du segment vidéo toutes les semaines avec Bray Wyatt. Bon, voilà, c'est un choix. Ouais, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle, mais c'est vrai que c'est complètement déconnecté. Moi, je pensais la semaine dernière avec cette apparition un peu bizarre du diable Vince McMahon là que on allait petit à petit faire des références à tout le roster ou à des catcheurs, mais en fait non, pas du tout. Donc bien difficile de prévoir ce qui va arriver pour Bray Wyatt cette année. Allez, on arrive à l'heure du main event. On est dans la 3e heure d'Euro, mais on a complètement abandonné l'idée de Mick Foley d'avoir cette 3e heure un peu wild avec cette lumière spéciale, ça c'est déjà fini. Main event, donc Seth Rollins qui affronte Kevin Owens et Sami Zayn et l'arbitre, comment on appelle ça, l'arbitre secondaire en gros de la rencontre, il est à l'extérieur du ring.
Bon, évidemment, c'est un arbitre totalement partisan, hein. Avant même que la cloche sonne, il emmerde un peu Rollins, il vérifie s'il a pas des couteaux dans ses poches, il essaye de faire une fouille corporelle, tout ça. À l'ancienne. Alors, C'était le catch des années 80, ça. ah ouais, Et ah, ouais, c'est. et dans le catch, si tu veux, systématiquement, l'arbitre, et en France, c'était pareil, hein. C'est-à-dire l'arbitre, systématiquement, avant le début du match, fouillait, entre guillemets, les deux catcheurs pour voir s'ils n'avaient pas de choses prohibées sur eux. Et donc, Mhm. on a repris des trucs old school pour ce main event. Alors évidemment, du coup, ça fausse quand même beaucoup la rencontre, hein, puisque Kevin Owens est largement favorisé par l'arbitre Sami Zayn. Dès qu'il peut, Sami Zayn, il essaye de déconcentrer Rollins, de le compter dans les cordes, de faire tout ce qui est possible. Bon, le truc, c'est qu'il y a quand même un vrai arbitre, hein, sur le ring, qui est lui aussi un peu perdu au milieu de tout ça. On ne sait plus trop qui est l'autorité. À un moment donné, à l'extérieur du ring, c'est Seth Rollins, il saute, il fait une projection, il tombe sur Owens et sur Sami Zayn. Sami Zayn qui se retrouve à avoir du coup très très mal au bras. Mais pour le moment, il dit rien. Un petit peu plus tard, par contre, il sera bousculé parce qu'en fait, Seth Rollins tente un tombé qui est compté par l'arbitre, hein, sur un, je crois, oui, il place un curb stomp, mais l'arbitre est retenu par Sami Zayn. Donc le tombé est cassé, Sami Zayn se fait harceler par Rollins. Sami Zayn décide donc de sonner la fin du match par disqualification. Bon, moi, il me semblait que c'était pas possible d'avoir le second arbitre qui décide de l'issue du match, mais on s'en fout un petit peu, là, c'est le bordel. Kevin Owens a gagné officiellement par disqualification, mais maintenant que la cloche est sonnée, que le match est fini, Sami Zayn il se retrouve un peu comme un con parce que maintenant Rollins il peut lui faire ce qu'il veut et c'est ce qui va se passer. Il s'attaque aux Canadiens. Baron Corbin débarque pour essayer de profiter de tout ça. Sauf que Rollins s'en débarrasse aussi, un low blow, il reste plus que Sami Zayn au milieu du ring. Seth Rollins lui déchire le t-shirt, lui place un curb stomp. Voilà, là on a un champion qui est un vrai bon gros champion, quoi, hein. Kevin Owens, il est déjà parti depuis longtemps. Baron Corbin, il a pas fait long feu. Sami Zayn, il a pris cher parce qu'il a voulu faire le malin. Voilà, Monday Night Rollins, pas de Lesnar comme tu l'avais prévu. Est-ce que c'est une fin qui te convient là? Ouais, ben, le match était plutôt pas mal. C'était un peu le chaos avec le fait des deux arbitres et tout ça. C'était un peu bordélique, mais c'était sympa à suivre, quoi. Parce qu'on a eu beaucoup de moves entre les deux. J'ai trouvé marrant en fait le fait que Zayn en fait intervienne comme ça et qu'on ait les deux arbitres en fait qui s'engueulent. Tu vois, j'ai trouvé Ouais. ça plutôt sympa en fait. Ça mettait de la vie, on va dire, dans ce match. Et, Mm. et moi, j'ai plutôt bien aimé noter quand même que ça a été quand même sérieux, assez stiff par moment, d'ailleurs, tellement stiff que Seth Rollins Rollins a saigné, ouais. Mm. il s'est ouvert l'arcade sur le truc. Et du coup, ça faisait un main event plutôt vivant pour terminer Raw. Fois, à Raw, c'est tellement compliqué le main event que on se fait un peu chier, il faut le dire, des fois, dans le main event de Raw. On peut le Là, dire. là on a eu un bon main event bien rythmé et c'était plutôt sympa. Et puis, bah ouais, effectivement, Monday Night Rollins, quoi, hein. Rollins, il fait l'opener, il fait le main event. Rollins est partout. Il est comme catch-up, il est partout. Ouais. Et donc du coup, c'était vivant et ça m'a plutôt bien plu ce main event. Est-ce que Zayn acceptera longtemps de jouer les utilités, de jouer l'arbitre, etc. Ça, je me le demande bien. Mais globalement, ça nous a fait terminer le show plutôt sur une bonne note. Donc ça va. Ouais, moi j'étais relativement content parce que je trouve que là on retrouve un peu les racines du catch. C'est-à-dire que c'est ce qui manque beaucoup, je trouve, à la WWE. Et c'est ce qui a manqué aussi à Super Showdown. On a un vrai champion, c'est-à-dire que le mec, bon, il perd le match, mais on s'en fout. Le mec, voilà, il est plus fort. Seth Rollins, c'est un héros. Il arrive à se débarrasser de Sami Zayn. Il se venge contre l'injustice. Il arrive à se débarrasser de Corbin. C'est pour moi le principe du catch, hein. Les méchants, on s'en fout qu'ils aient l'air des fois faibles ou autres, ils perdent, mais ils regagnent, enfin ils reviendront le lendemain parce que c'est des méchants, donc ils sont fourbes. Le problème, c'est quand les gentils paraissent plus faibles, et ça, c'est un peu embêtant. Là, Rollins, voilà, il est fort, il est dominant. C'est un beau segment, j'ai trouvé, globalement. Après, moi, je le trouve. Bon, celui qui m'emmerde, c'est Corbin, parce que ça me fait chier que Corbin soit
le challenger numéro un avec tous les talents qu'il y a à la WWE, mais je trouve que Sami Zayn est plutôt bien utilisé, hein. Ok, il n'a pas encore de vrai titre, mais il est très présent, voilà, lui aussi du main event à l'opener. Kevin Owens, on ne sait pas trop non plus son programme, puisqu'il est. C'est le gros souci de cette wildcard, hein, on en reparlera. D'ailleurs, moi j'ai totalement oublié, tu vois, je sais vaguement que Kevin Owens il est à SmackDown, mais Sami Zayn, Là, je ne saurais pas dire la liste des 4 de SmackDown qui sont venus à Raw, quoi. Ah ouais, mais moi je sais même plus, hein, je sais plus Voilà. qui est à SmackDown, et je t'avoue que là, ça fait 2 semaines, j'y prête même plus attention, je crois, en fait. Hein. Bah, je crois que du coup, c'est Bailey, ça doit être Bailey, Alexa Bliss, Sami Zayn et Kevin Owens, je pense, ce soir, qui étaient de SmackDown, mais c'est. Quelque chose comme ça, mais bon, écoute, est-ce que ça a de l'intérêt dorénavant, d'ailleurs, même de chercher Non, qui est où, étant donné que eux-mêmes, d'ailleurs, même les commentateurs américains, en tout cas, sur américaine, même les commentateurs américains, en fait, le signalent de moins en moins. De temps en temps, ouais. on a un petit wildcard rule qui apparaît, mais c'est vraiment rare. Ils en parlent même quasiment plus, quoi. Donc, Ouais, mais bon, vite difficile et de voir. fort. Ouais. Difficile de voir ce que ça va donner. Moi, j'aimerais bien qu'on en finisse vite avec Baron Corbin Challenger et que, ouais, moi j'ai bien envie de voir Owens qui vient juste d'être Challenger au titre de Kofi Kingston, qui peut enchaîner avec celui de Rollins, ça me pose pas de problème. Ça serait intéressant. Ouais, pourquoi pas. Voilà, on a fini avec ce Monday Night Raw. Ça repart plutôt bien après un super showdown. On vous laisse écouter notre review, hein, pour en avoir notre avis. Chris, je te laisse. C'est le mot de la fin déjà. Un top, un flop et une note. Est-ce que tu as Ah, tout préparé comme un élève euh, sage? ben, ma note disait entre 2,75 et un 3, mais comme il y a eu quand même, je considère 3 bons matchs, je vais mettre un 3 justement avec ces 3 bons matchs. Donc je vais mettre un 3 en note. Déjà, je Mhm. pense que c'est ma meilleure note depuis un mois sur Raw. Donc je vais lui mettre un 3. Mon flop, si ça va être facile, puisque mon flop, je le donne à Shane McMahon, sans aucun problème. Voilà, quoi. Tiens, quelle surprise. Loin, loin, loin devant tous les autres au niveau du flop, quoi, parce que vraiment, je n'en peux plus de lui, quoi. Et d'ailleurs, je ne vais pas m'éterniser, les amis, je donne juste mon flop à Shane McMahon pour l'ensemble de son œuvre. Et mon top, je vais le donner au 3 contre 3 pour le titre US, mais c'est pas le cas. Mais le 3 contre 3 avec Ricochet, Cesaro, Samoa Joe, etc. J'ai trouvé un match super bon, un des meilleurs matchs que j'ai vu depuis longtemps. Et même si le main event était très sympa, mais je vais quand même donner mon top à ce match-là. Voilà. Bah écoute, très bien. Alors moi je vais dire la même note que toi. J'aurais presque dit 3,5 parce que j'ai trouvé que l'euro était vraiment très agréable à suivre par rapport à tous ceux qu'on a eu. Ouais, allez, on va dire 3,5 dans le sens où c'était pas non plus extraordinaire. Mais puisqu'on sait, hein, que Vince McMahon nous écoute attentivement, et ben c'est pour lui dire, voilà, là on va dans le bon sens, il faut continuer à creuser sur ça, il faut arrêter de nous faire des trucs un peu pourris. Là c'était pas mal. Mon flop, moi je vais le donner. Bon, il y a eu des trucs pas terribles, hein. On a dit pour les Iconics qui sont un peu seuls au monde. Et ouais, c'est les Lucha House Party et Sullivan qui pour moi c'est un peu l'avance rapide parce que ça n'a aucun intérêt. Donc ça va être le flop de la soirée. Le top, j'hésite. Il y a eu des bons matchs, mais j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire de segment dans l'ascenseur. Donc, allez, top pour R-Truth, plus précisément, parce qu'il continue voilà, je sais pas si on lui écrit ses textes ou s'il est en roue libre, mais le simple fait qu'il appelle Drake Maverick Hans Vogel, c'est tout con, mais ça m'a fait rire, donc ça m'a donné le sourire sur ces moments-là. Et c'était pas mal distribué, en fait, en fil rouge tout au long de l'épisode. C'était pas trop souvent, ça allait. Donc voilà, flop et top, c'est bon, j'ai dit. On a fini ce Monday Night Raw, Chris. Et ouais. Et ouais, et donc n'hésitez pas à nous donner vos avis, ce que vous en avez pensé, à la fois du show et puis de cette analyse, hein, si vous êtes peut-être d'accord avec nous ou peut-être pas du tout. Vous pouvez nous écouter sur tous les supports possibles et imaginables, comme d'habitude. Donc c'est iTunes, c'est PodCloud, c'est Spotify, c'est YouTube pour la version vidéo. N'hésitez pas, les commentaires, les pouces bleus, les likes, tout ce que vous voulez, les étoiles. Les réseaux sociaux, bien sûr, hein, voilà, hashtag ou @catchupcdc sur Facebook, Instagram et Twitter. Là-dessus, écoutez, voilà, interagissez avec nous, écoutez notre review sur Super Showdown. Je pense que ça vaut plus le coup que le show lui-même, mais je ne vais pas vous en dire plus. SmackDown arrive aussi dans la foulée, et puis voilà, on est sur la route de Stomping Ground, donc j'espère que tout va rouler comme sur des roulettes.
Chris, ce fut un plaisir, comme d'habitude. Pareil, avec plaisir, mon bon Rafa. Et ben voilà, merci à toutes et à tous de votre écoute. Et puis on vous embrasse bien fort. Voilà, on est à San Jose, Californie. On vous fait des gros câlins, des gros hugs. Et on vous dit à bientôt à tous et bonne semaine pleine de catch. Ciao. Salut Rafa, salut peuple catch-up. Je sais pas si on enchaîne. Ah, je sais pas, il a pas l'air de répondre. Ah là là. Alors, Rem. Rem. Dès qu'on entendra les premières notes de son theme song, on va être comme des fous.